Bonjour Mélène. Bonjour Rachid. On vient de voir que les Marocains brillent dans le sport, mais ce n'est pas la seule discipline, puisque les étudiants marocains particulièrement excellent aussi dans les concours des grandes écoles françaises. Oui, en effet, une tendance aujourd'hui sur laquelle le Nouvelliste revient. Les étudiants marocains sont aujourd'hui 42 000 à suivre leurs études dans l'Hexagone, soit 10% des étudiants étrangers, avec une présence particulièrement forte dans les écoles d'ingénieurs et les filières scientifiques. Dans la prestigieuse école polytechnique, par exemple, 24 Marocains ont intégré la promotion 2025. Et une nouveauté aussi émerge, celle du retour au pays. À la fin de leur parcours, de plus en plus choisissent de rentrer pour contribuer au projet économique du royaume. Un mouvement tiré par l'attractivité du pays, le besoin de compétences et surtout ce sentiment de participer à un moment stratégique pour le Maroc. Un dynamisme tel qu'il influence désormais la stratégie des écoles françaises elles-mêmes. Le Parisien explique que les grandes écoles françaises font aujourd'hui face à une crise appelée démographique, davantage de concurrence et un modèle économique sous tension. La réponse, s'ouvrir davantage à l'international et le Maroc devient un pivot. Exemple concret, la Toulouse Business School vient d'ouvrir un campus à Casablanca. Pour la directrice, le Maroc devient donc un levier stratégique pour maintenir la croissance des effectifs, renforcer l'attractivité internationale et diversifier des revenus qui doivent désormais se réinventer. Mais derrière cette attractivité, un autre défi s'impose, celui de l'école publique marocaine qui reste la priorité absolue. Le Matin rappelle que les défis internes sont immenses, notamment face au décrochage scolaire, décrit comme un choc silencieux. Chaque année, 270 000 élèves quittent l'école, soit 8% des jeunes. Et pour y répondre, un effort inédit de 97 milliards de dirhams pour l'éducation en 2026 est annoncé. Le ministre parle d'une véritable injustice. Dans certaines classes, 70% des élèves sont en difficulté. Désengorger les classes est aussi un axe majeur de cette stratégie et d'ici un an, le taux d'encombrement au collège pourrait tomber à 5% grâce à de nouveaux établissements. En somme, le Maroc attire, rayonne, forme une élite internationale, mais le défi central reste le même, garantir à chaque enfant partout sur le territoire les mêmes chances de réussir dans un pays qui avance et qui veut que toute sa jeunesse avance avec lui. L'accès à l'intelligence artificielle connaît un tournant majeur en Afrique. En effet, Afrique IT News annonce que Google et Cassava Technologies, le groupe panafricain spécialisé dans les solutions IA, s'allient pour déployer Gemini, l'assistant IA de Google, et cela à l'échelle de l'Afrique et surtout pour permettre son utilisation sans consommer de data mobile, un enjeu crucial dans les régions où le coût de la connexion reste un frein. Et pour Cassava, l'objectif dépasse le simple déploiement, construire une souveraineté numérique africaine avec des AI Factories installées en Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria, en Égypte, mais aussi, sachez-le, au Maroc. Et cette ambition rejoint aussi une autre vision portée au niveau continental, celle d'une IA pensée par l'Afrique et pour l'Afrique. Africa News Agency revient sur le Transform Africa Summit organisé cette année en Guinée, où Lassina Koné, directeur général de Smart Africa, une alliance regroupant plus de 40 pays du continent, a défendu une approche inclusive. Pour lui, l'IA doit être un égaliseur capable d'intégrer les zones rurales comme les populations non scolarisées. Il met aussi en garde, être diplômé aujourd'hui ne suffit plus si l'on ne sait pas utiliser la technologie. On devient aussi un illettré numérique. L'IA, dit-il, ne doit pas rester une technologie importée, elle doit devenir un outil quotidien au service du développement économique, des services publics, mais aussi de l'éducation personnalisée. Sur le terrain, en parlant d'éducation, certains pays montrent déjà comment l'IA transforme la vie des jeunes. À Accra, au Ghana, dans le quartier populaire de Shortcore, la Deutsche Welle raconte comment le Shortcore Digital Lab forme aujourd'hui près de 100 étudiants aux compétences numériques, rappelant que la technologie, c'est là que se trouvent les emplois de demain. Et la dynamique s'étend à tout le pays avec plus de 1500 experts qui se sont réunis pour réfléchir à l'intégration de l'IA dans l'éducation africaine, avec un appel à la prudence, la nécessité d'une intelligence artificielle alignée sur les valeurs africaines, un défi de taille. La presse s'intéresse aussi ce matin aux réfugiés climatiques. Et on commence avec la vie publique qui essaie de définir ce terme qui désigne les personnes contraintes de quitter leur lieu de vie en raison de catastrophes comme les sécheresses, inondations, typhons ou la montée des eaux. Un phénomène qui s'accélère. D'ailleurs, la Banque mondiale estime que 216 millions de personnes pourraient être déplacées à l'intérieur de leur propre pays d'ici 2030.
2050. Mais à ce jour, aucune définition juridique internationale ne reconnaît ce statut. La Convention de Genève ne couvre que les persécutions politiques et la majorité des migrations climatiques restent internes. Elles demeurent largement invisibles dans le droit. Et selon les Échos, malgré l'urgence, la migration climatique reste absente des priorités de la COP30 au Brésil actuellement. Et en 10 ans, on compte une moyenne de 70 000 personnes déracinées chaque jour par des catastrophes climatiques, comme ce qu'on disait, des inondations, des sécheresses extrêmes ou encore récemment, on l'a vu avec l'ouragan Mélissa de catégorie 5 qui a détruit plus de 12 000 maisons en Haïti. Et le HCR alerte, les 3/4 des déplacés vivent dans les pays les plus exposés, mais ces territoires ne reçoivent qu'une fraction des financements climatiques nécessaires. Et pourtant, oui, pendant que la planète, elle affronte ces défis, certains pays choisissent, eux, de durcir leur politique d'asile. Courrier international revient sur les mesures annoncées au Royaume-Uni. Londres veut réduire l'attractivité du pays pour les migrants et accroître les expulsions. Parmi les réformes, le droit de séjour des réfugiés qui passerait de 5 ans à la moitié. Une réforme présentée comme la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale, alors qu'actuellement, 39 000 personnes ont déjà traversé la Manche depuis janvier. Et au-delà des chiffres et des politiques, il y a aussi des récits et la culture qui tentent de rendre visibles ces exils. L'Humanité consacre un reportage à l'exposition Migration et climat au Palais de la Porte Dorée à Paris. L'objectif, montrer ce que les données ne suffisent plus à dire, la fragilité, la perte, mais aussi la résilience de ces communautés qui voient leur territoire disparaître. En somme, entre reconnaissance juridique qui tarde, négociations qui s'enlisent et politiques qui se durcissent, un constat s'impose aujourd'hui. Les migrations climatiques sont déjà une réalité mondiale. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 novembre 2025. Quel autre 18 novembre avez-vous retenu dans l'histoire? Alors aujourd'hui, je n'ai pas parler d'une seule date, mais de 3 dates. Et ces 3 dates-là sont des dates qu'on appelle les 3 glorieuses. Et ce sont les 16, 17 et 18 novembre qui marquent un épisode clé de l'histoire du Maroc. C'est le moment où le royaume va tracer son chemin vers l'indépendance. Et on commence avec le 16 novembre 1955, le jour du retour où Sa Majesté le roi Mohamed V foule à nouveau le sol marocain après plus de 2 ans d'exil entre la Corse et Madagascar. Le 17 novembre, lui, c'est l'Inbiat, la renaissance, celle d'un peuple qui reprend son destin en main après des années de résistance. Et puis vient le 18 novembre, la fête de l'indépendance. Et oui, c'est aujourd'hui, ce jour où Sa Majesté, toujours le roi Mohamed V, prononce ce discours devenu historique. Nous annonçons la fin du régime de tutelle et du protectorat et l'avènement de la liberté et de l'indépendance. L'héritage de ces 3 glorieuses reste vibrant, rappelant qu'un peuple uni ne sera jamais vaincu. Et les célébrer, c'est rappeler que l'unité du Maroc reste son plus grand atout pour relever les défis d'aujourd'hui comme ceux de demain. Eh bien, bonne fête. Bonne fête à vous aussi, Rachid, et à tout le monde. Bien sûr, merci beaucoup.